Alors on l'appelle l'Apollon de Piombino parce qu'il a été trouvé dans la mer, a priori, d'après ce qu'on peut savoir, donc près de Piombino, en Italie, en 1832, et il est entré au musée du Louvre en juin 1834. Donc sur les premières informations, on a peu d'éléments, mais il a suscité tout de suite un intérêt immense parce que on n'avait absolument que très peu de grands bronzes, et c'était un bronze qu'on appelle archaïque à première vue, c'est-à-dire un bronze qui donnait l'impression d'être du VIe siècle avant notre ère et qui donnait l'impression d'être selon le schéma de ce qu'on appelle le kouros, c'est-à-dire le jeune homme nu, une jambe avancée par rapport à l'autre. Donc cela allait bien avec ce que l'on pensait stylistiquement à l'époque de cette œuvre. L'œuvre a été exposée au Louvre et très vite il y a eu des problèmes de corrosion. Donc on sait qu'en 1842, l'œuvre a été restaurée. Et à cette occasion, on a des informations parce que les ouvriers ont découvert, sans le dire au départ, des fragments de plomb dans la statue. En fait, ils voulaient vider la statue de son noyau, puisque c'est une statue, c'est une fonte en creux, donc avec une certaine épaisseur, mais vide en fait, et on le voit très bien par rapport aux yeux qui aujourd'hui sont vides, donc on comprend que l'œuvre était creuse, et donc la restauration a permis de découvrir des fragments de plomb. Le premier a été détruit par les ouvriers, et les trois autres ont été retrouvés parce que le conservateur de l'époque, Jean-Jacques Dubois, était extrêmement inquiet et voulait absolument retrouver ces éléments. Il avait compris qu'il y avait des inscriptions. Et ces inscriptions ont été tout de suite publiées par un certain Jean Letronne, qui était un grand spécialiste, un épigraphiste, et tout le monde a dit ce sont les noms des sculpteurs qui ont réalisé l'œuvre, donc parmi lesquels un certain Ménodotos de Tyr. Et cela a suscité une cabale d'une violence inouïe, et donc Letronne et Dubois et puis un autre personnage ont commencé à s'invectiver par lettres publiées interposées. C'est pour ça qu'on sait beaucoup de choses, parce que le conservateur a été convaincu d'avoir fait un faux. Et c'était trop beau, ça n'existait pas, et jusqu'à présent, jusqu'à l'époque, et donc lui, qui était un homme d'un certain âge, a dit « mais comment pouvez-vous dire que j'ai fait un faux ?» Il s'est défendu comme il pouvait. Il se trouve que quand il avait 20 ans, il était élève de David et il avait effectivement dessiné des faux vases. Donc on lui reprochait 40 ans après d'avoir refait des faux. Donc à partir de ce moment-là, les inscriptions ont été suspectées et très vite, disons avant la fin du XIXe siècle, elles ont été perdues. Donc on ne savait plus si c'était des éléments originaux ou non. Et on a pu les retrouver en 2010. À ce moment-là, elles ont été authentifiées. Elles donnent absolument la date et les noms de deux artistes, authentifiés et publiés par un épigraphiste spécialiste de Rhodes qui s'appelle Nathan Badou. Et effectivement, on a Ménodotos de Tyr et Xénophon de Rhodes ont fait. Alors, entre-temps, parce que évidemment, même sans ces inscriptions, l'œuvre était une œuvre essentielle, donc il y avait eu beaucoup de publications sur le style, sur la production, et très vite, les spécialistes, alors il y a un article fondamental en 1967 de Ridgway, les spécialistes ont dit mais ça n'est pas exactement un kouros, parce que si vous commencez à tourner autour de l'œuvre, vous verrez que le dos est modelé de manière beaucoup plus naturelle. Donc on n'est pas au VIe siècle, où il y avait quand même encore une approche graphique, une approche encore rigide, liée à des conventions religieuses probablement. Et donc il y avait des décennies qui étaient passées parce qu'il y avait eu un apprentissage. Et on peut voir également ces éléments quand on regarde un peu les jambes. En fait, donc cela n'allait pas. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, on a dit aussi que la chevelure était extrêmement sophistiquée, extrêmement élaborée. Vous la regarderez avec différents
différentes rangées de mèches coquillées, de filets qui retiennent les cheveux, une nappe qui remonte et qui redescend et qui se termine par un petit toupet, donc quelque chose de trop sophistiqué. Et donc, certains se sont dit, puisque ce n'est pas un Kouros du VIe siècle et que les décennies ont passé, on pourrait tout à fait imaginer que c'est une œuvre archaïsante et non plus archaïque de la première moitié du Ve siècle, à l'époque où on avait appris, grâce à des sculpteurs comme Polyclète, la restitution de l'anatomie humaine, avec les vrais modelés, les relations entre la charpente osseuse et les muscles et l'épiderme. Et puis d'autres ont dit, mais non, ça ne va pas, parce que certes c'est une œuvre archaïsante, mais regardez la chevelure, elle n'est pas non plus de cette époque-là. En revanche, il y a eu un autre courant rétrospectif à l'époque hellénistique, donc à la fin de l'Antiquité grecque, et on est plutôt dans ces siècles, alors à ce moment-là on disait 1er siècle avant, une œuvre archaïsante qui se veut être un pastiche archaïsant, mais bien plus tard, à la toute fin de l'Antiquité grecque. Et ce qui était assez fascinant, c'est que les artistes qui avaient conçu l'œuvre se souvenaient des techniques de la première moitié du Ve siècle, parce que vous verrez que les sourcils sont incrustés de cuivre rouge, de même que les lèvres, de même que les points de dessin, mais les points de dessin et les lèvres, c'est normal pour un bronze. En revanche, l'incrustation des sourcils n'a eu cours qu'à la fin du VIe siècle et dans la première moitié du Ve siècle. Donc, ceux qui tenaient pour une œuvre de la première moitié du Ve siècle disaient, techniquement, vous voyez que cela convient. Mais ensuite, ceux qui ont dit non, c'est une œuvre de la fin de l'époque hellénistique, archaïsante, ont utilisé ce stratagème technique. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une œuvre archaïsante de la première moitié du Ve siècle. Donc, la double détente, vous imaginez la complexité du dossier. Et donc, le fait d'avoir retrouvé l'inscription qui est authentique, qui permet de donner le nom de deux artistes, Ménodotos de Tyr et probablement Xénophon de Rhodes, engage à penser à Rhodes. Et effectivement, on sait que Ménodotos était un bronzier connu par différentes inscriptions, différentes œuvres. On a les bases inscrites, on n'a pas les œuvres bien sûr, et il était fils d'un personnage qui s'appelait Artémidoros, qui était venu de Tyr, et Artémidoros, vers le milieu du IIe siècle, a fait souche à Rhodes, et au point que Ménodotos s'appelait encore Ménodotos de Tyr, mais que son jeune frère Harmolas, dont on connaît des œuvres, s'est appelé de Rhodes. Donc on a là une dynastie de bronziers, et on est, parce qu'on connaît grâce à Nathan Badou la production rhodienne et la production tout court de Ménodotos de Tyr, mais qui travaillait à Rhodes, on est dans les 2 dernières décennies ou les 3 dernières décennies du IIe siècle. Donc là, on se retrouvait dans cette confortation de cette hypothèse qui avait été formulée en 1967, une œuvre archaïsante de la fin de l'époque hellénistique, et on se trouvait à la fin du IIe siècle grâce au nom des artistes. Il y a une autre inscription que vous verrez sur le pied gauche de la statue qui donne plusieurs lignes, un dédicant, donc le nom de celui qui a dédié la statue, Os, on a 2 lettres simplement, Omicron Sigma, et ensuite Athanaiai Dekatan, donc à dédier à Athéna comme une dîme, c'est-à-dire prélever un dixième, donc une sorte de taxe prélevée en hommage à la divinité. Et là, à nouveau, Nathan Badou dit non seulement on a Ménodotos qui pointe Rhodes, mais l'inscription elle-même pointe Rhodes, elle est rhodienne. Et on sait qu'il y avait un sanctuaire à Rhodes, le sanctuaire d'Athéna Lindia. Lindos, c'est un grand site avec des temples. Et dans ce sanctuaire, il y avait ce que lui appelle des visiting gods. Donc un sanctuaire de Rhodes, et on sait que Ménodotos a travaillé à Rhodes. Il avait élevé une statue d'un certain Pasiphon avec son père, et qui était Pasiphon, c'était le prêtre que l'on appelle éponyme, c'est-à-dire celui qui avait donné son nom à l'année en 124 avant Jésus-Christ. Donc on est complètement circonscrit dans les années 20 ou les années 10 du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc connaissant cela, on a fait une étude extrêmement poussée au laboratoire, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, pour
comprendre la technique. Et puisqu'on avait là un jalon, maintenant on est au IIe siècle, avant la fin du IIe siècle, et la technique est exceptionnelle. C'est-à-dire que ce sont des bronziers qui avaient une qualité de facture au point qu'il n'y a pratiquement aucun défaut, et que, alors qu'on sait par différents indices qu'une jambe au moins avait été coulée à part et rapportée, parce que c'était le principe des bronziers grecs de couler séparément différentes parties du corps, la tête, les bras, une ou deux jambes. Donc là, on a la certitude qu'au moins une jambe a été coulée à part puis soudée, et on ne voit rien à la radio, on ne voit rien à l'observation, c'est absolument exceptionnel. Et on a là la preuve de cette qualité virtuose des bronziers de Rhodes. Souvenons-nous du colosse de Rhodes, quelque temps auparavant. Il y a eu véritablement une industrie rhodienne exceptionnelle. Donc là, on a fait toute cette analyse pour montrer les caractéristiques techniques, et cette œuvre devient un jalon pour tous les spécialistes des bronzes antiques et des grands bronzes et de la statuaire. Rappelons qu'à partir du 5e siècle, la statuaire antique est en bronze. Les rondes bosses, les sculptures sont en bronze. En revanche, les décors sculptés, les reliefs votifs, funéraires ou les décors sculptés des temples sont en marbre ou en calcaire. Mais la statuaire est en bronze parce que cela permettait aux artistes d'éviter les soutiens, d'éviter les supports, comme on peut les voir dans toutes les innombrables répliques romaines où vous avez un tronc d'arbre, un étai. Là, rien. C'est parce que les artistes grecs, dans la deuxième moitié du VIe siècle, avaient non seulement maîtrisé la technique de fonte en creux sur négatif, à l'aide de moules, mais également des techniques de soudage exceptionnelles. Donc là, si on retourne à l'Apollon, technique des joints qu'on ne voit pas. Donc une technique exceptionnelle. Donc ça nous renvoie après à ces noms d'artistes. Jamais jusqu'à présent, on a trouvé une inscription dans une statue. Jamais. On sait que cette inscription avait été insérée par les orbites vides avant d'incruster les yeux, qui étaient de toute façon travaillés à part dans des matériaux, de la pâte de verre, éventuellement on a des exemples, le blanc de l'œil étant en marbre ou en ivoire, enfin les yeux étaient extraordinaires, et avec aussi des cils qui étaient découpés dans des tôles de cuivre, donc les cils apparaissaient rouges, enfin il y avait également une polychromie très particulière, donc des inscriptions à l'intérieur, ça c'est tout à fait anormal. Donc cela nous renvoie au lieu de découverte de l'œuvre. Piombino, donc près des côtes italiennes, cela veut dire que l'œuvre avait quitté Rhodes et qu'elle se trouvait dans la cargaison d'un bateau qui a fait naufrage. Donc on sait qu'à la fin de l'Antiquité grecque, hellénistique, il y a eu énormément d'œuvres qui sont venues comme pièces de butin, pour enrichir les demeures des empereurs et puis également les villas. Et donc on a là le phénomène normal d'épeçage de la Grèce, mais qui a servi les Romains et qui leur a permis de s'ouvrir à l'art antique. Donc c'est également un phénomène extrêmement important. Donc on voudrait comprendre pourquoi les artistes avaient mis leur signature à l'intérieur de l'œuvre, alors qu'ils avaient tous les moyens de signer leur base. On a beaucoup de bases qui disent « un tel a fait »,« un tel fils d'un tel a fait ». Et donc l'idée, tout à fait possible, même si on ne peut absolument pas la vérifier, c'est que les deux artistes ont créé un pastiche archaïsant avec toutes les caractéristiques d'une œuvre de la première moitié du Ve siècle, les caractéristiques d'une œuvre dédiée dans le sanctuaire d'Athéna Lindia de Rhodes. Et en fait, cette œuvre était peut-être directement destinée au commerce romain. Auquel cas, cela expliquerait la signature à l'intérieur de l'œuvre, puisque l'œuvre était désolidarisée d'une base éventuelle qui aurait marqué la propriété et donc l'appartenance et la production de ces deux artistes qui étaient connus par ailleurs. Donc on a là ce dossier extrêmement complexe, mais pour lequel on a véritablement avancé, et le fait d'avoir redécouvert les inscriptions, enfin l'inscription en fait, hein, cette inscription, il n'y en a plus que 3 fragments, mais c'était une inscription unique, a permis vraiment de
conforter l'idée que c'est une œuvre de la fin du IIe siècle, mais surtout de vérifier qu'elle venait bien à cause de ce nom de Ménodotos de Rhodes et avec des inconnus qui demeurent. Pourquoi cette signature à l'intérieur de l'œuvre, mais également une œuvre qui est devenue un jalon technique essentiel auquel tous les spécialistes maintenant vont pouvoir se référer, et nous-mêmes, parce que nous avons quelques œuvres, quelques bronzes qui proviennent de Rhodes, très peu, et on peut vérifier si on retrouve les mêmes caractéristiques.